parler donc avec Pascal Zonshine. Le Hamas a finalement accepté un accord avec Israël, un accord assez précaire qui se fera en plusieurs phases. Et pour en parler, elle est avec nous en studio, en direct, journaliste israélienne Rina Bassiste. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J pour commenter effectivement cette situation, le retour des otages. Alors ce qu'il faut dire d'abord, avant d'entrer dans les détails, c'est important, c'est une mission sacrée pour Israël de payer n'importe quel prix pour que ses enfants puissent revenir au pays. Oui, je crois que le président Herzog a exprimé ça de façon extrêmement claire hier. Il a dit que c'est en fait c'est le corps du peuple israélien, le corps du peuple juif. Notre mission, c'est toujours ramener les otages. C'est une mission sacrée, donc il faut payer les prix qu'il faut. On a vu aussi la déchirure que toute cette histoire d'otages a causé en Israël. La société israélienne est brisée. On ne peut pas continuer sans que les otages reviennent à la maison. Alors c'est une réjouissance, mais on va dire à moitié, parce que évidemment on ne connaît pas l'identité des otages qui seront libérés, on ne sait pas qui est vivant ou mort. Ça c'est aussi une souffrance supplémentaire pour Israël, Rina. Absolument. Et si vous vous souvenez bien, quand on a commencé ce cycle de négociations le mois de mai passé, Israël a exigé justement d'avoir une liste détaillée des otages qui sont vivants, qui sont morts. Ça, c'est une exigence que M. Netanyahou à la fin a renoncé. Il faut le dire justement pour arriver à un accord. Hamas dit qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas capables de le dire, ils ne veulent pas le dire en fait, qui sont les vivants et qui sont morts parce que c'est une carte à jouer pour eux. On a beaucoup parlé de terror psychologique au fil de ces derniers mois, donc sûrement ça fait partie aussi de cette stratégie de Hamas. Bien sûr, c'est terrible pour les familles ne pas savoir. Il y a une liste qui n'est pas officielle. On a vu cette liste depuis quelques semaines maintenant de 33 otages. Une liste qui était en fait une liste israélienne pour commencer. Une liste de 34 otages qu'Israël a exigé qui seront libérés au premier temps. On sait que Youssef Al-Zayadna, son corps a été retrouvé, rapatrié en Israël. L'otage bédouin. Donc on reste l'otage bédouin, donc on reste avec 33 qui sont vivants, qui sont morts, difficile à dire. Alors vous évoquiez cet accord du mois de mai, justement, en tout cas cette première tentative d'accord qui avait été proposée par Israël. Justement, on se pose la question, pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi tous ces mois pour arriver à ça finalement, pour qu'Israël accepte toutes les exigences du Hamas finalement? Mais effectivement, la question se pose. Bon, on sait que les deux côtés, chaque côté, après qu'il y avait cette première proposition, les deux côtés, chacun a ajouté des conditions. Côté israélien, M. Netanyahou a ajouté la condition de garder le contrôle sur toute la région de Netzarim, donc les passages des Gazaouites du sud vers le nord, pour qu'il n'y aura pas de passage des personnes armées, des terroristes de Hamas, et aussi la question du couloir de Philadelphie. Donc là, il y a renoncé. On peut dire qu'il a renoncé d'une certaine façon, pas complètement, parce que Tsahal ne va pas se retirer complètement de Philadelphie dans cette première phase. Il y aura un retrait partiel pendant ces 42 jours, avec justement pour avoir des garanties américaines, internationales, et voir quels sont les paramètres exacts, des paramètres de sécurité. Il y aura des tours de contrôle, peut-être même des forces internationales sur le terrain, justement pour être sûr qu'il n'y aura pas de possibilités pour le Hamas de ramener des armes du côté égyptien vers la bande de Gaza. Mais encore, il faut voir que ça fonctionne. Mais c'est aussi ça la difficulté, de ne pas savoir ce qui va se passer après. Il n'y a pas de plan finalement stratégique de Tsahal sur l'après-Gaza. Que va devenir la bande de Gaza finalement, Rina? Non, on peut dire qu'il n'y a pas un plan. Israël accepte qu'on est dans une situation extrêmement précaire, extrêmement fragile, qu'il y aura un retrait de Tsahal. Certes, en partie, ça ne sera pas tout de suite, dans une journée, toute Tsahal va partir de la bande de Gaza. Et on va le faire de façon graduelle pour voir que Hamas aussi accepte les termes qui étaient fixés dans l'accord.
mais il y a des risques énormes pour la sécurité d'Israël, c'est indéniable. Tout à fait. Et Eva, vous souhaitez réagir? Oui, le cabinet de sécurité israélien va se réunir, donc Rina Bassist, à la mi-journée pour approuver officiellement cet accord. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sar, est en tournée internationale et depuis Rome, je crois, tout à l'heure ou hier, il a dit « ça va être très difficile d'approuver cet accord ». Pourquoi ? Je ne suis pas sûre que ça sera très difficile. Je veux dire, il y a bien sûr des problèmes politiques, si vous voulez bien, parce que ni M. Smotrich ni M. Ben-Gvir, ils n'ont pas caché leurs objections et ça ne date pas d'hier. Ça fait des mois, en fait, que l'extrême droite israélienne s'oppose à un tel accord. Après, techniquement parlant, M. Netanyahu a une majorité absolue pour cet accord. D'abord dans le cabinet de sécurité qui va se réunir normalement, s'il n'y a pas de délai, 11 heures en Israël, et après dans le gouvernement, parce qu'il faut passer dans les deux, il y a 2 étapes. Et donc le Premier ministre a une majorité, même si les 6 ministres de l'extrême droite s'opposent. Après, il y a d'autres problèmes politiques. Quels sont les autres problèmes politiques? L'extrême droite, qui a quand même plusieurs membres de Parlement dans la coalition, peut aussi dire, comme nous, on est contre cet accord, on va proposer à la Knesset de voter une non-confiance contre le gouvernement. Et là, M. Netanyahu aura un vrai problème parce que sans cette partie-là, il n'a pas la majorité au Knesset. Il aura l'appui de M. Lapid et de son parti, mais est-ce que ça lui suffira? Ça sera difficile. Pourquoi est-ce que l'extrême droite en Israël s'est saisie de ce dossier des otages et de la guerre? Les otages, c'est avant tout une question humanitaire. Qu'est-ce qui fait que l'extrême droite s'est saisie de ce dossier? D'abord, il faut dire, je crois que personne en Israël, y compris l'extrême droite, n'est pas contre le retour des otages. Je veux dire, même l'extrême droite, on espère, on prie quotidiennement pour le retour de tous les otages. Ce que l'extrême droite dit, c'est en fait qu'il faut aller jusqu'au bout avec cette guerre à Gaza. Il faut arriver jusqu'au bout pour éradiquer le Hamas. Là, il y avait une décision qui a été prise. On ne va pas aller jusqu'au bout. On prend, justement, c'est ce qu'il en a demandé tout à l'heure, on prend les risques sécuritaires pour Israël, pour ce but ultime de ramener tous les otages à la maison. Et on n'a pas parlé aussi du rôle de Donald Trump finalement dans cette affaire. Quel rôle il a joué concrètement? Parce qu'aujourd'hui, il se vante finalement d'être à l'origine de ce succès, comme il dit, des retours des otages. Mais je crois que d'une certaine façon, c'est vrai. Il vante qu'il est à l'origine. Effectivement, sa force, ses menaces. Hein, il faut le dire. Tous ces il avait promis l'enfer. Voilà, il a promis l'enfer au moins 2 ou 3 fois. Il a promis l'enfer. Il y avait aussi le vice-président, M. Vance, qui a dit oui, quand M. Trump menace avec l'enfer, c'est contre le Hamas. Donc là, il y avait d'abord la pression contre le Hamas, mais aussi la pression sur le gouvernement et de M. Netanyahu, avec M. Trump, disons, il faut se plier. Tous les partis maintenant doivent accepter un accord avant le 20 janvier. Et là, on voit le 19 janvier, ça va commencer. Quelle photo de victoire juste avant l'investiture. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces précisions, Rina Bassist. Merci d'avoir été avec nous. On continuera à suivre avec vous l'actualité en Israël. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.